Alors, est-ce que la Chine est au bord de la famine? Non, me répondent les auteurs de cet ouvrage, La Chine au risque de la dépendance alimentaire, paru aux presses universitaires de Rennes, et j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Pouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur donc de ce livre, vous êtes responsable du service économique au sein de la PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, 116 chambres d'agriculture. Et puis juste avec vous et face à vous, Jean-Marc Chaumet, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi co-auteur de cet ouvrage et vous êtes agroéconomiste au sein de l'Institut de l'élevage. Alors, au bord de la famine ou pas? Non, vous me dites. Non, c'est un peu excessif pour des différentes raisons, notamment parce que la Chine est quand même un des grands producteurs mondiaux de produits agricoles. Ils sont détenteurs de stocks importants, donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ils soient au bord de la famine. Mais en Chine, il y a un effet de levier qui est tellement important que dans un sens comme dans l'autre, les choses peuvent basculer. Il y a quand même aujourd'hui le fait que la Chine est de plus en plus importateur net de produits agricoles. C'est tout le paradoxe de cette puissance économique qui s'est hissée au rang de grande puissance en termes de produits intérieurs bruts et d'exportation de marchandises, mais qui paradoxalement enregistre un déficit chronique et de plus en plus important de ces échanges de produits agricoles et alimentaires. Donc d'une certaine façon, elle importe massivement et de ce point de vue-là, elle se met en position de dépendance. Alors quelles sont les raisons de cette dépendance ? Alors, il y a plusieurs raisons de cette dépendance. Une de ces raisons, c'est l'augmentation de la consommation alimentaire et notamment de la consommation de produits animaux. Les Chinois consomment de plus en plus de viande, de produits laitiers, d'œufs, et donc cela demande de plus en plus d'alimentation animale. Et donc la Chine a des terres limitées, a des ressources en eau limitées, et donc la Chine doit faire des choix. La Chine a abandonné la culture de soja, donc importe 80% de sa demande en soja. Par contre, elle a mis le paquet sur le maïs. Et il y a d'autres problèmes aussi qui expliquent les importations, c'est les problèmes sanitaires sur le lait. Les Chinois n'ont plus confiance dans les produits laitiers, notamment dans les poudres de lait. Les problèmes environnementaux aussi, puisque beaucoup d'exploitations ferment pour ne pas polluer les terres et les eaux. Et aussi des problèmes de politique agricole, puisque comme l'a dit Thierry, la Chine a des stocks énormes de produits agricoles, puisque la Chine a mis en place une politique qui favorise l'augmentation de la production, mais en même temps, elle augmente les prix, ce qui fait que les prix chinois se retrouvent au-dessus des prix mondiaux et que la Chine a des excédents dont elle ne sait pas que faire. Et les industriels chinois achètent sur le marché mondial à des prix moindres. Prenons le cas du blé. Le blé aujourd'hui en Chine est à 360 et quelques euros ou dollars la tonne. C'est vrai qu'on est bien au-dessus du marché mondial. Tout à fait. Et la Chine est obligée d'importer. Elle importe à cause du prix, puisque le prix du marché mondial est bien inférieur, 2 fois inférieur pratiquement. Et en plus, elle importe parce que le blé qui est cultivé en Chine ne correspond pas à la demande nouvelle, notamment du blé avec des taux de gluten très importants pour notamment tout ce qui est viennoiserie ou pain. Mais si le prix est élevé, c'est que le gouvernement chinois a envie de protéger son agriculture. Le gouvernement chinois protège beaucoup son agriculture. Il y a des droits de douane qui ne sont pas très élevés parce qu'il y a des contingents tarifaires, mais elle essaye surtout de, comme l'a dit Thierry, la Chine devient de plus en plus dépendante et la Chine ne veut pas devenir dépendante, donc elle pousse ses agriculteurs à cultiver de plus en plus. C'est pour ça qu'elle met des prix élevés et c'est pour ça qu'elle met des subventions très élevées également. Parmi les freins, il y a la taille des exploitations aussi, non, qui est très faible. La taille des exploitations est très faible. Il y a aussi des contraintes hydriques extrêmement importantes, des problèmes d'environnement, puisque les sols sont de moins en moins bonne qualité, les problèmes sanitaires, comme l'a évoqué Chaumet, non seulement dans le lait, mais aussi dans la viande de porc. Donc toutes ces contraintes poussent la Chine à rechercher des voies de diversification de ses approvisionnements alimentaires. Alors vous avez parlé aussi de la notion d'insécurité sanitaire, c'est-à-dire que les Chinois, à grande majorité, ont peur d'être intoxiqués par le lait ou par les poudres qu'ils achètent. Tout à fait. En 2008, il y a eu un scandale très important qui a officiellement entraîné le décès de 6 nourrissons et a entraîné 300 000 nourrissons malades. Et depuis ce jour-là, la Chine est devenue première importatrice de produits laitiers. Les Chinois n'ont plus confiance dans notamment les poudres de lait infantiles, mais cette défiance des Chinois vis-à-vis des produits laitiers commence aussi à passer au lait liquide et à d'autres produits. Donc il y a vraiment une défiance dans les produits laitiers, dans le lait, dans le riz au cadmium aussi, dans le porc, pardon, dans le riz au cadmium, et donc ce qui fait que la Chine importe de plus en plus pour raisons sanitaires. C'est pour ça qu'ils ont fait l'investissement dans l'usine de Carré en Bretagne. Tout à fait. Il y a cette raison-là, il y a le fait aussi que le lait en France est beaucoup moins cher qu'en Chine, puisque les prix en Chine, comme je l'ai dit, sont très élevés. Et donc la Chine cherche à investir un peu partout dans le monde pour pouvoir sécuriser son approvisionnement.
Dans le lait, c'est en France, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande. Dans le soja, c'est en Amérique du Sud. Dans les pays asiatiques, c'est pour le riz. Donc il y a vraiment une volonté de maîtriser son approvisionnement. Alors c'est vrai qu'on savait que la Chine achetait des terres au Soudan ou dans certains pays africains. On a entendu parler de cette affaire de l'achat de terres dans l'Indre, mais là, ce n'est pas vraiment la même approche. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on fait porter sur les Chinois le fait que des agriculteurs de l'Indre ont vendu des terres qui étaient de mauvaise qualité à un investisseur étranger, en l'occurrence chinois. De toute façon, qu'il y ait eu la recherche de vente, d'exploitation, ou que ce soit les exploitants qui aient voulu vendre, le problème est le même de toute façon. Les Chinois sont en recherche de diversification, donc ils sont venus en achetant, même à des prix plus élevés que l'hectare moyen, à des exploitants qui de toute façon étaient en situation économique extrêmement fragile. Et puis, il faut quand même rajouter que ces investissements en France représentent, tant en valeur qu'en hectares, à peine 1% des investissements mondiaux dans le foncier et dans les terres cultivables. Parce qu'il y a quand même un paradoxe, il y a l'Indre évidemment, mais il y a aussi la Gironde. Les Chinois investissent beaucoup dans le vignoble bordelais, mais parce qu'ils sont grands amateurs de vin et ils veulent en exporter beaucoup, parce qu'il y a une espèce de culture du vin qui se développe là-bas. Avec le risque évidemment, à travers les transferts de technologie, les cépages, que les Chinois évidemment se mettent à produire de plus en plus de vin et concurrence à terme, mais on ne sait pas exactement quand, les productions européennes. On a vu que les Chinois sont aussi capables de racheter des fleurons de l'industrie phytopharmaceutique. Est-ce qu'effectivement, on peut imaginer qu'ils vont acheter de plus en plus de sociétés d'agrochimie ? Alors, les Chinois ont commencé par acheter des terres au départ, puis après ils ont acheté des abattoirs, puis ils ont acheté des fermes, et maintenant ils achètent des grandes entreprises, notamment en amont. La Chine cherche à contrôler une partie de toute la chaîne de valorisation des produits agricoles, des semences, à la production, à la transformation et même au trading, puisque COFCO, qui est la plus grande entreprise chinoise agroalimentaire, a racheté 2 grands traders ces dernières années. Donc la Chine cherche à contrôler de l'amont jusqu'à l'aval toute la filière alimentaire pour pouvoir s'approvisionner. Ça veut dire que les Chinois ont conscience du problème de la faim, de la douleur de la faim, j'ai envie de dire, alors que nos gouvernements en France n'en ont pas vraiment conscience. De toute façon, c'est historique en Chine. À l'époque du Grand Bond en avant, il y a quand même eu plusieurs dizaines de millions de morts. Donc ils ont en mémoire l'idée que c'est un pays qui peut de toute façon connaître des décès dus à une malnutrition ou à une sous-alimentation. Donc c'est pour ça, comme le disait Chaumet, que l'État chinois est quand même extrêmement vigilant, cherche à maintenir une politique agricole, à produire, mais évidemment se heurte à un certain nombre de contraintes internes, mais aussi externes. Alors c'est vrai que quand on regarde le pourcentage de la population mondiale chinoise sur le rapport par rapport au nombre de terres arables, effectivement, ils n'ont pas de quoi se suffire. Non, en effet, il y a à peu près 9% de la population mondiale qui est chinoise et la Chine possède 19% des terres arables. Mais la productivité des terres est très élevée en Chine. Donc les rendements sont relativement élevés, même s'il y a encore des marges de manœuvre, mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça donc, que la Chine cherche à acheter ailleurs. C'est 20% de la population mondiale. Oui. C'est 9% des terres et 19% de la population. Je me suis trompé. Ce qui explique une pression qui est assez forte. Et puis, c'est assez hétérogène. C'est vrai que les grandes plaines agricoles sont plutôt dans le nord du pays. Tout à fait. Les plaines agricoles sont surtout dans le nord et c'est là où il y a beaucoup de problèmes d'eau. C'est là où il y a un manque d'eau, alors que l'eau est dans le sud où il y a un peu moins de terres agricoles. C'est pour ça que la Chine cherche notamment à amener de l'eau du sud vers le nord. Enfin, essaye de combler ce manque d'eau par tout un tas de moyens techniques et très coûteux. Et les conditions ne sont pas faciles. 1/3 du territoire, c'est montagne. 2/3 du territoire, donc c'est plutôt des zones donc, qui sont en altitude, supérieure à 1000 mètres. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile aujourd'hui de produire en Chine. Non, la Chine est confrontée à des problèmes de terre. La Chine veut garder au moins 120 millions d'hectares cultivés. Pour l'instant, elle serait entre 122 et 123 millions. Enfin, les chiffres sont très imprécis. Mais la Chine ne veut pas descendre en dessous de cette ligne rouge qui, pour elle, serait catastrophique. Et elle est prête à investir dans le machinisme pour cela. Le gouvernement investit. La modernisation de l'agriculture chinoise, c'est le maître mot de la politique agricole ces dernières années. Ça passe par un agrandissement des exploitations. On peut voir des fermes. La moyenne des fermes aujourd'hui, c'est 0,7 hectares, mais il y a des fermes qui font plusieurs dizaines, voire centaines d'hectares. Dans les productions animales, c'est pareil. On a des fermes avec 10 000 vaches, 15 000 vaches. Et la Chine veut moderniser son agriculture, notamment grâce à la mécanisation. Donc il y a des subventions à la mécanisation pour pouvoir aider les agriculteurs à s'équiper. Et il y a aussi un programme pour aider les agriculteurs à délaisser les animaux de trait et à s'équiper également en mécanisation.
Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais effectivement, des sociétés chinoises ont racheté un constructeur en Italie qui s'appelle Arbos Lovol pour avoir les plans d'une moissonneuse-batteuse arrêtée en 1992 parce qu'ils ont un véritable problème en Chine. C'est-à-dire qu'ils ont des moissonneuses-batteuses pour récolter du riz, d'autres pour récolter du maïs, d'autres du blé, mais ils ne peuvent pas passer d'une culture à l'autre. Et le gouvernement chinois, sensible à l'idée de favoriser les rotations pour éviter l'appauvrissement des sols, a demandé en fait à des entreprises d'État de faire l'acquisition de sociétés européennes pour aller construire des moissonneuses-batteuses polyvalentes. On sent qu'il y a une vraie volonté d'organiser son agriculture. Tout à fait. Et la Chine cherche à l'extérieur, elle cherche des produits moins chers et plus sûrs, mais elle cherche aussi du savoir-faire, comme vous venez de le dire, et aussi des marques. Donc elle cherche tout ça à l'extérieur, et il y a une volonté soit d'acquérir du savoir-faire, soit de coopérer avec des entreprises étrangères pour ramener tout ça en Chine et augmenter la production chinoise. Alors, on a beaucoup d'ingénieurs en Chine, mais ce qui manque, c'est les techniciens. C'est les techniciens, tout à fait. Il y a un niveau d'études, enfin un niveau très élevé en termes de doctorat, de recherche, des publications scientifiques très bonnes, nombreuses. Il y a des agriculteurs très nombreux, mais c'est le niveau technicien qui manque. Technicien pour notamment gérer des fermes de 10 000, 15 000 vaches, des grandes fermes porcines, ou pour transférer le savoir-faire aux agriculteurs. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Trump, de l'incertitude peut-être liée aussi à la politique américaine. Là, c'est pareil, la Chine, on a une décroissance donc, du PIB, même s'il reste encore très élevé. Comment vous voyez l'avenir là-dessus? Il peut y avoir de plus en plus d'interaction entre les politiques agricoles internationales? Sur le problème des rapports avec les États-Unis, on voyait bien que la montée en puissance de la Chine menaçait l'hégémonie américaine. Ce qui fait qu'à travers les traités transpacifiques ou transatlantiques, le président Obama envisageait d'encercler la Chine et de maintenir une espèce de leadership pour les États-Unis. Là, avec l'administration Trump, les choses peuvent changer. D'abord, on se retire du traité transpacifique, les négociations transatlantiques sont en panne, mais en même temps, le président Trump durcit le ton vis-à-vis de Pékin. Donc probablement que si cette situation s'envenime, on peut imaginer des embargos à l'exportation contre la Chine. Donc du coup, là, elle devrait encore plus diversifier ses sources d'approvisionnement avec des conséquences géopolitiques peut-être incalculables. Alors, Thierry Pouche, Jean-Marc Chaumet, merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau. La Chine au risque de la dépendance alimentaire, un ouvrage très intéressant paru aux presses unitaires de Rennes. Voilà, merci à vous et puis merci à vous. Merci.